Bienvenue à la session d'atelier pratique et un peu théorique également sur DNUT, qu'on a appelé donc dispositif innovant de repérage de la dénutrition. On est un certain nombre d'intervenants. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un projet collaboratif qui a été partagé entre plusieurs parties prenantes, donc l'URPS infirmier des Pays de la Loire, représenté par Stéphanie Villain et Charlotte Merlier, à ma droite, par Patricia Gallet qui est intervenue sur le tas pour les sensibilisations à la dénutrition auprès des infirmiers, diététiciennes, Laure Moffret du GCS e-santé Pays de la Loire, elle vous en dira deux mots à la fin, Marine qui a fait le stage à l'URPS infirmier pour l'enquête 2019, DigiSanté qui est l'agence de communication qui a travaillé sur le projet avec Morgane et Charline, et puis Assisoft qui est l'entreprise de développement de l'application, ici représentée par Kirek et Aline. Voilà. Donc on va vous présenter la contexte et naissance du projet. On va aller vite sur les premiers points, ne vous inquiétez pas, vous allez vite manipuler l'application. On fait un retour sur une enquête qui a été faite en 2019. Ensuite, Patricia va vous faire une intervention en demi-groupe. Donc, on vous dira, après les deux premières interventions, on va se partager en deux groupes. Il y a un premier groupe qui va aller à l'extérieur manipuler l'application, pendant que l'autre aura la partie théorique de Patricia sur la sensibilisation à la dénutrition. Et puis, on inversera après, au bout d'un quart d'heure. Et puis, on fera également une partie sur les conclusions et perspectives de l'application, pour voir dans quel cadre il peut s'inscrire à l'avenir. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Stéphanie Villain, je suis infirmière libérale installée dans le sud de la Sarthe et je suis élue RPS. Juste pour savoir un peu, pour qu'on puisse éventuellement illustrer l'exemple, dans l'assistance, vous êtes plutôt des professionnels de santé, plutôt des administratifs, des directeurs, il y a des infirmiers, des médecins, et j'avais eu la liste. Infirmiers, médecins, diététiciennes, aides-soignants et physiothérapeutes aussi. Si j'en ai dit, D'accord. Pour vous situer un peu le contexte, la dénutrition, dans la pratique des infirmières libérales, c'est quand même une des pratiques importantes, on s'y intéresse beaucoup, cependant on a peu d'outils, peu de culture de la dénutrition, c'est quelque chose qu'on a peu comme apport dans notre formation de base. Alors après, on a tous conscience que ça multiplie les risques de décès, c'est un gros facteur d'hospitalisation, ça ralentit la prise en charge des plaies. Voilà, donc il y avait peu d'actions qui étaient tournées sur le domicile, on avait bien conscience de cette problématique-là. Il y avait quelques initiatives au niveau national rares, et au niveau régional, on avait le PALERPA, qui se développe qu'en Mayenne, qui était un dispositif de repérage des risques auprès des personnes âgées. C'est un dispositif qui est vraiment très départemental, mais qui avait été assez initiateur de prévention et de repérage. Donc on avait pu s'appuyer un petit peu dessus. La préoccupation de l'URPS était vraiment de répondre à une préoccupation des infirmiers libéraux. D'accord ? Il n'y avait aucune étude qui avait été faite. Donc la première des étapes qu'a eu l'URPS, c'est de se dire, on va faire une enquête. Sauf que les infirmiers libéraux n'avaient pas tout à fait la culture pour la mener à eux seuls, donc on est venu se rapprocher de l'ASRAE, avec lequel on a développé un partenariat qui nous ont aidé à construire l'enquête pour qu'on soit sûr qu'elle soit exploitable et qu'elle nous amène à un outil pertinent. On est parti de ça. En fait, à la suite de l'enquête qui est menée en 2016 auprès de combien d'infirmières, Charlotte? Il y a 270 répondants et on avait diffusé à tous les infirmiers libéraux de la région, c'est-à-dire à l'époque 2300 à l'époque. Voilà. Ce qui est ressorti de cette enquête 2016, c'est que le sujet de la dénutrition, il y avait quand même 75% des infirmières libérales qui se sentaient concernées par la problématique. C'est que c'était intégré dans leur pratique, mais qu'il y avait des initiatives un peu personnelles, chacune avait un petit peu sa modalité d'évaluation, avait été chercher quelques outils, il y avait peu d'indicateurs communs en tout cas. Le deuxième point, c'était la nomenclature. Notre nomenclature infirmière libérale, nous ne sommes rémunérés qu'à l'acte. Nous n'avons aucun acte qui nous rémunère sur nos actions de prévention ou de repérage. Donc ça, c'est quand même une des revendications qu'ont eues les infirmières pendant l'enquête. Se dire peut-être que si on a un outil, on arrivera à valoriser
ça auprès de nos médecins et auprès des tutelles en disant si on a un outil qu'on utilise, on pourra peut-être s'approprier cette mission de repérage. Au niveau des outils, il n'y avait pas d'outils existants, c'est ce que je vous disais. Au niveau des connaissances, les infirmières libérales s'installent de plus en plus tôt après leurs études, mais à une époque un peu plus lointaine, où les infirmières sont assez loin de leur parcours de formation. En tout cas, moi je suis infirmière depuis 25 ans, mes connaissances de diététique sont un peu anciennes quand même. Je me rendis compte que j'étais pas très, donc on va chercher un peu de pêche aux infos sur les nouveaux régimes, sur tout ça, et qu'on avait quand même besoin d'une formation de base. Et puis, il y avait cette envie déjà de faire du travail collaboratif, de travailler en équipe coordonnée. Donc on s'était dit, il ne faut pas que cet outil ou tout ça, on ne l'ait que pour nous, il faut que ça serve. À la suite de l'enquête, les infirmières disaient, on a vraiment envie de communiquer avec le médecin traitant, on a envie de communiquer avec les aides à domicile. Cette problématique de dénutrition, elle est plutôt sur une prise en charge globale et pluridisciplinaire au niveau des acteurs du domicile. Donc à la suite de cette enquête, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ça c'est, c'est de se dire, il faut qu'on ait un outil dans sa conception qui réponde à toutes les attentes de l'enquête. Donc l'outil à destination des infirmières, il va viser à prévenir la dénutrition, la repérer, permettre d'améliorer le suivi, d'améliorer la coordination interprofessionnelle et d'apporter des apports en connaissance. C'est pour ça qu'il y a autant d'intervenants là, c'est que du coup quand on s'est dit on va développer une application numérique, là du coup il fallait beaucoup de sous, beaucoup de compétences et des compétences que nous n'avions pas. Donc en fait on est allé chercher de la compétence auprès de e-santé, auprès des développeurs, etc. parce que ça n'a pas été sans mal de la mettre en œuvre pour qu'elle soit utile. Donc en fait, le projet d'Enut, il s'est construit en 3 actes. D'abord l'application, vraiment une application qu'on a sur nos téléphones, sur nos tablettes, au domicile des patients, qui en quelques clics va nous permettre de faire du repérage. On n'est plus dans « Allô docteur, elle mange pas très bien et je crois qu'elle a maigri ». Alors je crois parce que j'arrive que la peser, parce que je peux pas la mettre debout. Voilà, on a des éléments tangibles de repérage et on a fait une vraie action de repérage. L'application, vous allez voir, génère un rapport en PDF qu'on envoie en messagerie sécurisée au médecin généraliste. Donc d'un coup, ce qu'on vient de faire au domicile existe. C'était ça qui était important. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on monte en compétence les infirmières libérales. Parce que sur la dénutrition, on était loin de ce qu'il fallait pour du coup donner du conseil. C'est pas tout de faire du repérage, c'est qu'une fois que vous avez dit à l'auxiliaire de vie, ce serait bien qu'on l'aide un petit peu à se retaper, bah oui, mais comment, je mets quoi dans l'alimentation, et puis elle n'a pas trop de sous, et c'est du portage de repas, et comment on peut faire, donc il fallait qu'on puisse avoir cet apport-là. C'est pour ça qu'on s'est rapproché des diététiciennes et qu'on s'est dit, on va, en plus de l'application, faire une après-midi de sensibilisation, pour qu'en fait on ait un package. Et puis, il fallait que les infirmières aient des outils, donc avec un petit kit qui leur permet d'avoir tous les mêmes réglettes. On a des outils, moi j'ai découvert qu'on pouvait ne pas peser les gens et calculer leur IMC. Et ouais, je ne savais pas, moi les périmètres brachiales, la longueur moulée, bah, je sais pas, je vais peut-être absente ce jour-là. Je vais peut-être piscine, je ne sais pas, que je ne savais pas. Donc en fait, on va vous montrer qu'on a tout ça. C'est comme ça que s'est construit le projet et avec l'application. Donc là, c'est un petit film. Donc là, voilà, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Elle résume vraiment bien l'application. Oui, alors sur la chaîne YouTube de la Salle Nutrition, vous avez tous les films. Dénut, une application de repérage de la dénutrition pour les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile pour les infirmiers. Une personne âgée sur 10 vivant à domicile est dénutrie, engendrant des risques d'infection, de plaies non cicatrisantes, de fonte de la masse musculaire, de troubles psychiques, de perte de l'équilibre, etc. Pouvant même aller jusqu'à l'hospitalisation de vos patients. Vous êtes infirmier. Comment détecter la dénutrition de vos patients âgés? Voici Dénut, une application de repérage de la dénutrition pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Comment fonctionne cette application? Demandez la création de votre compte à votre URPS, puis téléchargez l'application sur votre smartphone ou votre tablette. Lorsque vous souhaitez évaluer l'état nutritionnel d'un de vos patients,
Ouvrez sa fiche dans l'application. Elle n'existe pas. Vous pouvez lui en créer une. Dénut met à votre disposition un questionnaire pour repérer la dénutrition de vos patients. Si vous n'avez pas le temps de le finaliser, vous pouvez l'enregistrer et le reprendre lors de votre prochaine visite. Une fois cette évaluation terminée, vous obtenez le statut nutritionnel de votre patient. Un compte-rendu pourra être transmis au médecin traitant via votre messagerie sécurisée. Dans l'application Dénut, vous pouvez configurer des notifications pour suivre vos patients dénutris ou ayant un risque de dénutrition. Vous pouvez également retrouver sa courbe de poids ainsi que le résultat de ses évaluations précédentes. Lors de vos prochaines visites, 2 questions vous permettront de suivre l'état nutritionnel de votre patient. Pour vous aider dans vos évaluations, retrouvez régulièrement des conseils nutritionnels dans l'application Dénut et recevez un kit d'utilisation comprenant une échelle visuelle d'évaluation des apports alimentaires, un mètre-ruban et des fiches pédagogiques. Aujourd'hui, grâce à l'application Dénut et à son kit d'utilisation, vous avez des outils simples et pratiques pour vous aider à repérer et qualifier les personnes âgées de plus de 60 ans dénutries sur votre secteur. Dénut, une application de repérage de la dénutrition pour les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile. Alors, il y a un petit donut que j'ai rajouté. Parce que pour bon nombre d'entre vous, Dénut est assimilé à un donut. Et en fait, c'est bien heureux parce qu'on veut justement véhiculer l'image de gourmandise pour pallier à la dénutrition. Donc voilà, c'était un petit rappel. Petit clin d'œil. Donc, on a déployé l'application auprès des infirmiers libéraux en Sarthe et en Mayenne. On voulait tester l'application, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans un premier temps, ensuite évaluer pour pouvoir le développer après dans tout le reste de la région auprès des infirmiers libéraux. Donc, on a fait une première évaluation, grâce à Marie, le stagiaire de l'URPS. Et les premiers retours sont... Et donc on a les premiers retours de l'évaluation. Donc en fait on a renouvelé l'enquête qu'on avait fait en 2016 en disant on va voir si ça évolue pas. Et si en Sarthe et en Mayenne on a des données un peu plus probantes, notamment sur l'utilisation d'outils sur le repérage de la dénutrition. Donc première information, les infirmiers se sentent sur toute la région autant concernés par la dénutrition et la prise en charge de l'alimentation des personnes âgées à domicile. Donc on s'est dit que c'était un bon point si vous voulez développer sur le reste de la région, que c'était quand même un sujet qui intéressait et qui était toujours sujet à intervention pour les infirmiers. L'utilisation d'outils de repérage est beaucoup plus utilisée est toujours demandée et beaucoup plus réalisée en Mayenne et en Sarthe. On est content aussi parce que finalement c'est en Mayenne et en Sarthe qu'on a développé Dénut, donc ça veut bien dire que quand on outille les infirmiers et là, derrière elles les utilisent et elles repèrent auprès de leurs patients. Et enfin, l'ensemble des départements a mis en avant sa volonté de collaborer et d'avoir un parcours de suivi de la dénutrition à domicile. Et c'est-à-dire que le repérage c'est une chose, mais derrière il faut aussi collaborer avec les autres professionnels. Et du coup on travaille sur un parcours avec la SRAE et les autres professionnels de santé, pour qu'une fois que le repérage est effectué, il puisse y avoir une prise en charge adaptée aux patients en fonction de leur statut nutritionnel. Voilà, rapidement. Et quelques données quand même sur Dénut depuis qu'on a commencé le déploiement. Donc on a 139 professionnels enregistrés, 217 patients enregistrés depuis du coup octobre 2018, 393 évaluations ou réévaluations effectuées. Ça veut dire qu'une fois que les patients sont enregistrés, il y a un suivi qui est effectué par l'infirmier via l'application. Nous avons en moyenne 1,8 évaluations par patient en moyenne et les infirmiers l'utilisent auprès de plusieurs patients. On a environ 3 évaluations par infirmier en moyenne. Donc, sur les patients qui ont été repérés par les infirmiers, il y en a 14% qui sont à risque de dénutrition, 37% qui sont dénutris et 49% des patients qui sont normaux. Donc, c'est des données. Donc, s'ils sont normaux, il y a du suivi. S'ils sont dénutris, une prise en charge adaptée. Voilà. C'est des chiffres qui sont à nuancer parce que c'est dans la patientèle des infirmiers et
il repère ceux qui ont des facteurs de risque de dénutrition. Voilà, rapidement. Les chiffres ils sont vraiment pondérés parce qu'en fait on a essuyé les plâtres dans ces deux départements de la mise en œuvre de l'application. Alors les infirmiers, on est assez dans l'immédiateté, on a la formation, on veut l'application tout de suite, on veut dès le lendemain matin pouvoir le tester en live. Sauf que pour avoir les codes, on a eu quelques freins, on a eu quelques bugs, voilà, donc tout s'est réglé au fur et à mesure. Mais quand on n'utilise pas tout de suite, peut-être qu'on oublie un peu qu'on l'a téléchargé et du coup on est dans la resensibilisation à recontacter pour savoir pourquoi les gens n'utilisent pas, parce que peut-être qu'il y a un bug, enfin voilà. Là maintenant on arrive à synchroniser les infirmiers d'un même cabinet pour que quand il y a un infirmier qui mène l'action de repérage, ses collègues aient le même fichier, voilà, on n'a pas un fichier personnel, on a un fichier du cabinet. Donc voilà, on a beaucoup amélioré ça. Avec vraiment l'aide de l'Astrale, on travaille aussi sur des fiches, parce que vous verrez tout à l'heure que sur l'application, on arrive tout de suite sur des fiches actions et des fiches diététiques qui nous aident beaucoup. On peut les reconstruire, on enrichit, on élabore. C'est un vrai partenariat et on n'est plus au stade d'une ébauche. On a réglé de gros problèmes, mais je pense qu'au déploiement, on prendra tout la place qu'il faut pour l'application. Ça lance l'appli, et donc là on arrive sur l'appli initiale. Donc je peux soit suivre un patient déjà existant, soit ajouter un patient. Donc là le but ce qu'on va faire, c'est que moi je vais jouer le patient, et donc vous allez créer mon compte et remplir la fiche. Donc il y a une des personnes qui doit remplir dans l'application, donc chacun votre tour comme vous voulez, et puis une personne qui va devoir peut-être prendre mes mesures pour savoir, me demander comment l'idée c'est c'est aussi d'en profiter pour utiliser pour le kit découvrir le petit kit, voilà. etc. Vous présentez tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un kit. Voilà. Donc moi j'ai ma petite fiche de patient. Et juste, on peut rappeler quelque chose, c'est que là, le premier code, donc ce sera le code de l'URPS, et ensuite vous aurez à créer votre propre code de 6 chiffres. C'est ça. C'est juste pour ouvrir l'accès en fait. Voilà, c'est ça. Après, ce sera votre code Alors qui veut se lancer du coup Monsieur. C'est votre prénom hein Gérard Bureau. Le nom c'est Bureau. Il n'y a pas de... Le 11 novembre 1961. Le 11 novembre. Oui. Vous êtes donc un homme? Oui. Indéterminé. Oui, c'est nécessaire du coup, la réglementation qui sont des données personnelles. On doit laisser la possibilité. Ce qui après, du coup, en fait, si vous sélectionnez cette information-là, il va avoir un message informatif qui dit attention, au niveau des règles de calcul pour par exemple avec la circonférence, du coup la règle de calcul est différente des hommes différents. Si on n'a pas l'information sur le jeu, on ne peut pas la calculer. Ok, ça marche. Votre résidence se situe dans quel département? 44 00. Après, vous avez un écran en fait, qui va vérifier au niveau de la référentielle si le patient existe. Là, on a en ligne, de toute façon, c'est pas vérifié, ça va être. Et donc, si l'infirmière d'une commune d'à côté l'a pris en charge, il va être répertorié sur la base? C'est vérifié par rapport au. Je ne sais plus si c'est toute la base ou juste au niveau du cabinet. Je suis sur cette info-là. Donc là, comme vous êtes un nouveau patient, on est ajouté ce patient. C'est ça. Il n'est pas nécessaire. Ah, c'est dans le jeune fille. C'est dans le jeu. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, finalement, vous arrivez dans une fiche vierge de Claudine Petit, parce qu'il n'y a eu aucune évaluation de fait. Donc là, vous avez... Donc je vous laisse faire. Faire un test nutritionnel complet. Ah non, c'est archivé. Je vous donne mon consentement. Mais c'est sûr que ça, c'est important le consentement parce que
Il va peut-être vous donner des données de santé, il va vous dire des choses, enfin voilà. Et enfin, vous allez d'ailleurs recueillir des données de santé. Parce qu'à la fin, vous allez avoir peut-être son poids, sa taille, enfin voilà. Puis même, donc c'est important voilà, d'avoir le consentement. Quoi. Même si c'est oral, et ben voilà, c'est déjà bien. Par contre, si vous ne l'avez pas, ça m'arrête. C'est déjà arrivé? Je crois pas. Après, je suis pas infirmière. Mais d'après nos échanges, parce qu'on a animé beaucoup d'ateliers avec des infirmiers pour créer l'application, pour qu'elle corresponde justement à leur façon de faire en consultation. Et ils me disaient que non, et en plus, justement, les gens ils sont hyper contents, ils ont envie de savoir, puis ils voient après leur courbe de poids. Donc c'est un outil sympa en plus. Ouais, exactement. Motricité, donc autonome à l'intérieur. Oui. Maladie aiguë ou stress psychologique. Démence légère. Non, aucune. Donc ça, ces questions, elles ne sont pas sorties du chapeau. C'est vraiment à partir d'un outil qui est même national, enfin voilà, qui a été récupéré, cet outil. Il faudra que je demande à Marine exactement lequel c'est. Et après, on a peut-être un tout petit peu adapté pour que ça corresponde et surtout que ce soit simple. Parce que parfois, vous avez des questions à rallonge, des réponses à rallonge. Et voilà, en consultation, il faut aller vite, quoi. Enfin, donc, c'est vraiment quelque chose d'officiel comme questionnaire, quoi. D'accord ? Présente-t-il une perte d'appétit ? Non. Non. Perte récente de poids. Et ben, elle sait pas. Parce qu'elle sait pas combien elle pèse. Donc, voilà. On passe. Ah non ? Non, Faut il sait le faire. Ouais, voilà. Alors, ce que je vous propose, si vous ne savez pas, vous voyez, voilà, si vous cliquez sur « Moi n'est pas disponible », cliquez dessus. Voilà, et on vous explique comment faire. Voilà, parce qu'en fait là, si vous aviez le poids, hop, vous notez le poids. Mais comme on ne l'a pas là, et ben on clique là et après on a tout déroulé pour savoir comment on fait. Donc la circonférence brachiale du patient. Alors, si vous ne savez pas comment, moi personnellement je ne sais pas comment mesurer la circonférence brachiale. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne sais pas le faire. Si, voilà, ça peut arriver que si vous cliquez sur comment mesurer la circonférence brachiale, on vous explique. D'accord ? Vous avez une petite infographie. Ah bah oui, moi j'avais pas mesuré, c'est nous qui les avons fait. Ouais, mais c'est écrit vraiment petit. Donc voilà, c'est vrai que c'est. Mais oui, vous avez les deux. Je peux faire Claudine Petit, hein. Mon bras non dominant, donc c'est la gauche. Donc c'est comme ça ? Non, comme ça. Comme ça ? Il faut que ce soit relâché. Ah oui ? Parce que là, ils disent demander au patient de plier son De plier bras. son bras, non dominant, à angle droit. Oui, angle droit, c'est juste. Et là, comme ça ? Et la paume vers le haut. Ah oui, comme ça, pardon. Et après, vous pouvez passer. Hop. Comme ça. Ouais. Mesurer la distance entre la surface de la saillie Prendre le milieu. osseuse du haut et de la saillie osseuse du coude. Je crois que c'est 33, non ? Oui, alors oui, on a un petit peu 33 exactement. Et là maintenant, est tracé un repère au milieu exact. Ah oui, pardon, excusez-moi. Heureusement qu'on a des pros de la circonférence brachiale. 16,5, c'est là. Sympa, tu as mis 87 ans. Et après, c'est là qu'il faut. Non, 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 non. Notre maître n'est pas optimal. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, vous avez tout expliqué. Voilà, et demandez au patient, donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc,
là, vous pouvez remplir le questionnaire par rapport au résultat. Entre 0 et 3. Ouais. Ah oui, La oui, prise alors là, alimentaire. c'est avec la réglette. Ouais. C'est-à-dire que vous allez lui demander, je vais sortir. Voilà, donc c'est-à-dire que lui, s'il vous dit je mange bien, et ben hop, vous allez laisser comme ça, ça va être 10. D'accord. S'il vous dit je mange bien, mais pas très bien, enfin ça dépend, donc on peut se dire bon, bah, c'est moyen, vous voyez, donc vous allez là, et ensuite vous allez regarder à combien ça correspond. Et donc là, vous allez rentrer dans les indicateurs, voilà, vous voyez, ça peut être ça. Donc entre 6 et 10. Voilà. Ah, voilà. Donc on a un risque de, j'ai un risque de dénutrition. Claudine Petit, elle a un risque de dénutrition. Voilà. Donc là, on vous dit quoi faire. Voilà. Mais c'est un outil pour être utilisé en école aussi. C'est l'objet de la prochaine Non, c'est moi, intervention. voilà ce que je suis Et en en école, moi. Et... donc en 2020, on a certitude qu'il est déployé en école. Dans quel département? Alors pour l'instant, c'est encore à déterminer. Soit on choisit quelques EHPAD pilotes, donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous positionner à nous en donner dans un premier temps, et après déployer à l'ensemble de la région. Et si on avait eu son poids, est-ce Oui. que on fait l'échelle? Oui, Est-ce qu'on on fait quand même l'échelle. Ouais. Mais en tout cas, vous avez tout de suite le poids, donc vous ne mesurez pas la... Le poids, ouais, c'est des élites. Voilà, effectivement. Voilà. Et, mais oui, par contre, on aurait fait aussi l'échelle alimentaire. Exactement. Voilà. Donc après, vous pouvez dire, voilà, on enregistre l'évaluation, parce que d'enregistrer l'évaluation, ça va arriver sur sa fiche. Voilà. Donc quand vous retournerez le voir, c'est ce qu'on va faire maintenant. On dit réévaluer idéalement dans un mois. Donc on dit que vous revenez donc me voir dans un mois. Voilà. Donc, allez-y. J'enregistre. Oui. Ça Ouais, non, exact. il faut réévaluer avant, non? Non, il faut enregistrer pour que ça aille sur sa D'accord. fiche. Et là, oui, c'est si vous souhaitez télécharger. Pour l'envoyer au médecin. Ouais, donc pour le plus tard. Ce patient n'est pas synchronisé avec la main, souhaitez-vous le faire plus tard parce que je pense comme on n'a pas de connexion. Donc là, vous avez un compte rendu en attente d'envoi. Vous voyez, voilà. Par contre, donc là, vous allez refaire un test nutritionnel complet, mais on veut juste faire le suivi. D'accord? Donc là, vous avez quelque chose qui est apparu. Là, c'est juste une consultation. Mais quand il y aura 10 consultations, il y aura une courbe. Voilà. D'accord? Donc si vous voulez, donc vous revenez me voir dans un mois. Alors, par contre, on peut peut-être... Ouais, mais je serais repartie depuis le début. Parce que... Ouais, Ah oui. exactement. Donc on va repartir depuis le début. On va aller là, sur l'accueil. Voilà. Suivant, Voilà. Et vous voyez, vous avez, voilà, vous avez enregistré Claudine Petit dans votre répertoire. Dessus, simplement. Oui. Et en plus, c'est là où on voit s'il y avait un risque ou pas. C'est ça, en fonction de la couleur de la fourchette. D'accord. Voilà. Vous voyez ? Continue le suivi. Voilà. Donc là, en fait, là, le suivi, c'est très simple parce qu'il n'y a que 2 questions. Il y a le poids et l'échelle alimentation. Voilà, c'est tout. Donc là, on peut dire, on ne va pas remesurer parce qu'on a vu comment on faisait, mais on peut mettre, je pesais combien? C'était 22. Non, on a juste fait. Non, on avait juste fait un, oui, bah oui, oui, bah oui, oui, une estimation. Bah là, vous pouvez mettre peut-être 40 kilos. Voilà. Alors, Et les- là, on fait la réglette. Ouais. Bah là, on peut peut-être dire qu'on mange moins bien. Parce que là, avec la. Là, on est à 6. 7 tout à l'heure. Ouais, peut-être entre 3 et 6, ouais, exactement. Non, mais c'est surtout que on n'a pas vu le résultat. Ça
ça a affiché la Oui, courbe, sur la... mais pas le résultat. Le Ouais. risque élevé de dénutrition, c'est le même enfin. Ah oui, c'était juste. Juste élevé. Ah oui. Ah ouais, mais Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir juste sur la. On a 41 kilos là. Oui, 41 et la 40. Bah, c'est suite à nos mesures, non? Non, on peut pas avoir de fois. Si, on a une 40. Oui, c'est ça. Il aurait fallu remettre sinon 21 par exemple. Estimer un poids par rapport à ça. Bah là, derrière, il y en a le Non, note. c'est là. On arrive rapidement. Ouais. Oui, parce que c'est 41 et nous, on a 40. Oui, au niveau du. Oui, on a juste mis 16,5 cm. Oui, mais derrière ça, c'est vrai qu'avec la circonférence brachiale, ça permet de définir un point. Ouais. Mais après, la formule, je me demande si à un moment donné, non. Là, on n'a pas. Non. Bah oui, attendez, je peux leur demander. Mais il y a une patient qui font la même circonférence brachiale, mais ils font pas le même poids, ça c'est pas possible. Là, on vient de le voir. Non, 40. En fait, c'est pour ça que ça Oui, mais ça affiche c'est 41. c'est le lien entre les deux. Parce que ça l'affichait déjà avant. Non. Oui, t'as raison, c'est Alors, en fait, c'est un algorithme qui a, donc là je ne pourrais pas vous le sortir maintenant, mais c'est un algorithme qui a été établi disant qu'une personne faisant entre tel et tel poids a une circonférence brachiale inférieure à 21, Ouais, c'est ça. entre tel et tel poids entre 21 et 23, et au-dessus d'un tel poids supérieur à 23. Et du coup, il y a des corrélations qui sont faites pour estimer cette circonférence brachiale selon le poids des patients. C'est basé sur une cohorte en fait des patients. Mais pour les personnes de plus de 60 ans. Pour les personnes de plus de 60 ans. Donc là, quand on le fait, c'est pas vrai. De même que quand on fait Oui, distance talon-genou, vous verrez, il y a toujours 5 cm à peu près de moins que notre taille réelle à notre âge. Par contre, tu vois, là, on a fait la réévaluation. Ouais. Et le résultat, il s'est pas affiché. On est revenu sur l'affiche. Ah oui, alors normalement, il y a un pop-up. Bah oui. Alors c'est la version démo. Hein. Ah oui. Donc peut-être que sur la Ça, version et on n'a démo, pas ils ont... internet aussi. Et vous avez pas? Il n'y a pas de internet aussi. Ah bah oui, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Là, c'est en version non synchronisée. Ouais. Ouais. C'était. Mais Ouais. normalement, il y a un pop-up qui s'affiche. Bah oui, comme le premier. Alors, on l'a vu le premier quand on a fait le suivi complet. Ouais. Mais là, pour la c'est ça, réévaluation, oui, normalement, on est bien d'accord. Ouais, il y a il y a un un pop-up, pop-up. parce que je l'attendais. Ouais. Et alors là, vous disiez quoi? Ça vous semblait pas forcément logique? Oui, parce qu'on a mis 40 kilos. Non, c'est que. Ah oui, pour là. Ouais. Donc, ça C'était la reste. question, est-ce que ça a mis 41 au tout début? Non, c'est ce que vous disiez. Oui, au début, on n'avait pas. Oui, on avait mis que 40. Parce que là, c'est que la deuxième évaluation, on a dit Ouais. qu'on faisait 40 kilos. On ne sait pas s'il nous a sorti le 41 en fonction du 40 et de la circonférence brachiale. Non, normalement. Après, il faut faire attention à l'échelle. Hein. Oui, là, c'est du Ouais. 40, 39. Oui. Ouais, voilà. C'est pas... Là, Oui, quand non, vous la avez l'échelle, plusieurs elle est points, petite, c'est ouais. plus pertinent quand il y en a sur Ouais. Donc oui, ça reste assez simple. Enfin, voilà, c'est un outil qui est assez simple. Après, vous, voilà, vous aurez dans votre répertoire la liste de tous vos patients que vous aurez enregistrés, avec à côté à chaque fois un petit risque, enfin ou pas, voilà. Donc ça vous permet de revenir facilement dessus. Voilà. Je sais pas si on a le temps d'en faire un deuxième, si quelqu'un d'autre veut le manipuler. Bah, on peut refaire, ouais. Si quelqu'un veut prendre la place là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, je suis curiosité. Quelqu'un qui peut. Ouais, bah moi pour l'instant pas encore. Donc, moi non plus. Parce que là, vous êtes diététicienne, mais en d'accord. restauration collective. D'accord, ok. J'ai jamais mis en place mon diététicienne et vous êtes. Mais je travaille avec les maisons de retraite. Ah, Vallier. d'accord. Donc c'est pour ça que je me Ouais. suis dit peut-être que ça pourrait être extrapolé. Bah oui. Mais c'est un outil que plusieurs professionnels de santé Oui, non, peuvent c'est utiliser. Hein. Enfin, je sais pas, vous êtes. Directeur, D'accord. mais effectivement, ça m'intéressait si on peut-être déployer un local. Bah oui. Parce que là, c'est vrai que c'était une demande de l'URPS infirmier. Donc, automatiquement, voilà, il est déployé auprès des infirmiers libéraux. Et en plus des pays de la Loire, enfin, au début, voilà, que d'autres départements. Mais après, on s'est dit, mais en plus, enfin, on a vu vraiment l'intérêt des infirmiers.
on voit que quand on présente à d'autres professionnels de santé, pareil, on se dit, mais oui, puis tiens, puis on pourra en faire ci, puis voilà, on peut en faire aussi plusieurs utilités, donc plusieurs utilisations, pardon. Donc c'est vrai que voilà, c'est facile à installer, finalement. Vous allez dans votre store, vous allez... Il est ergonomique. On a travaillé dessus. Il est intuitif. Ouais. Vous voyez, justement, on a travaillé justement avec les infirmiers pour que ce soit simple. Voilà. Et il y a des infirmiers qui ne sont pas forcément à l'aise avec un smartphone, avec le digital, parce qu'il faut que tout le monde se sente à l'aise aussi pour l'utiliser, quoi. Alors par contre, il ne faut pas avoir un téléphone ancienne génération, quoi. Oui, c'est ça, Mais même, vous voyez, je crois qu'on avait, même si l'iPhone 4, je suis même pas sûre que ce soit possible. D'accord. Ouais. Donc c'est. Et puis en termes de taille, quand même, c'est vrai que le smartphone et la tablette, c'était déjà crypté, même là en étant. Et le fait que ce soit un peu blanc ou gris, oui, c'est voilà, pas donc forcément très facile. Ouais. Je pense que la Tablette, c'est bien. La tablette, c'est le minimum, ouais, c'est ça. Ouais. On a pas mal travaillé effectivement sur. Non, mais oui, de me redire, vous trouvez peut-être pas forcément ça lisible. Ce serait noir. Trop, je pense donc que c'est des fois, c'est clair plus sur un fond simple. blanc, Ouais, c'est vrai que ça serait écrit noir, ça serait plus sourcil. En plus, il y a des jeux de couleurs, là, il y a le blanc sur le orange. Ouais. Visuellement, c'est pas... On est un peu loin. En fait, on était partagés, pour tout vous dire, entre le fait que ce soit beau. Oui, sûr. Et nous, on était là, il faut que ce soit beau. Mais bien sûr, nous, en mais tant ça que l'est, communication, c'est vrai etc. que c'est beau, c'est bien. Mais après, il y a le côté mais pratique. après, il fallait aussi qu'on Quand on regarde tout le temps, je pense que ça peut être peut-être. Et quand les infirmiers disaient non, on n'arrive pas à lire, on ne sait pas lire, donc on rase. C'est vrai que là, finalement, on lit plus facilement l'heure qu'en dessous. C'est assez foncé. Oui. Pour nous, c'est 3 minutes, c'est valoriser ce qu'on fait, c'est générer un compte rendu. Et vous avez pas été. Vous trouviez que c'était lisible, ça allait? Ouais, moi je l'ai sur les deux. Je l'ai sur ma tablette professionnelle parce que je travaille sur Simplitab, mais je l'ai aussi sur mon portable et je l'utilise plus facilement sur mon téléphone portable. Ouais. Après, comme je suis en lien avec Internet, c'est plus facile pour générer mes santé. Puis là, on réagit aussi peut-être comme ça parce que finalement, on l'a pas dans les mains. Oui, donc, ça. Moi, j'étais sur le côté, j'étais pas spécialement. Un plus petit, franchement, on voit bien. Moi, j'ai pas un écran dedans. Et franchement, ça se rentre bien. Mais franchement, en EHPAD, ça serait vraiment un produit intéressant. C'est ce que je disais. Je pense que le déploiement, on va déjà nous s'approprier au niveau des libéraux parce qu'on a besoin de faire reconnaître les compétences. Et que avant de la sortir des libéraux, il faut qu'on essaye d'aller à la revendication d'une reconnaissance du travail de prévention et de repérage. Mais on a bien conscience que l'étape d'après, ce sera les EHPAD, parce que les infirmières d'EHPAD sont très demandeuses de cet outil et qu'en plus, vous travaillez avec les médecins libéraux. Donc, l'objectif pour nous, c'est qu'on aille toucher les libéraux sur nos bilans de prévention. Voilà. La distance allongée, c'est utilisé quand il y a un poids, justement, pour calculer l'IMC. Quand on a besoin de calculer l'IMC sur des gens qu'on ne peut pas peser. C'est pour ça que d'ailleurs l'application est réservée aux moins de 60 ans. Parce qu'en fait, de beaucoup de 60 ans, parce que ce rapport périmètre brachial, etc. ne marche pas chez les enfants. Je crois qu'on va intervertir. Je vais vous présenter un extrait en fait de ce qui est présenté aux infirmiers dans le cadre justement de l'installation de l'application des NIC, qui est un minimum de bagages pour commencer à travailler. Donc on donne d'abord une définition de la dénutrition, c'est facile parce que le professeur Piquen a ouvert la porte pour moi ce matin. Donc la dénutrition, c'est un état de carence en énergie et en protéines qui va entraîner des modifications importantes au niveau des fonctions de l'organisme et notamment des pertes tissulaires et particulièrement des pertes musculaires. Donc il a avancé 2 millions de dénutris. Les chiffres officiels à part 2007, on n'en avait pas, où il y avait pour l'instant 4 à 7% de 4 à 10% de personnes âgées à domicile. Vraisemblablement, ce chiffre a évolué, mais on n'a pas de certitude exacte de nombre. Les critères de la dénutrition qui sont retenus par l'HAS, c'est la perte de poids, de l'intérêt d'un contrôle mensuel, la valeur de l'IMC, qui est calculée à partir de la taille et du poids, et pour les personnes qui ne peuvent pas être pesées régulièrement, on peut aussi utiliser le périmètre brachial qui permet d'avoir une estimation de l'IMC en fait sans avoir de mesures récentes. La valeur de l'IMC, c'est 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 la valeur de l'IMC, c'est
le dosage de l'albumine et puis le score OMLA. Tout le monde connaît le Nutritional Assessment? Oui? Oui. On ne voit pas. Ça vous dit vaguement quelque chose? Pas du tout. Si, c'est bon. Oui, si, d'accord. Je vais développer un peu. Donc, on pose le diagnostic de dénutrition lorsque l'un de ces critères est établi. Il n'y a pas pour l'instant de on est justement dans le ou, on n'est pas dans le et. Donc, c'est soit une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou 10% sur 6 mois, un IMC inférieur à 21. Alors, bien entendu, en comparaison avec un IMC précédent, on a des personnes qui sont constitutionnellement maigres, donc qui étaient maigres à 20 ans, maigres à 50 ans, maigres à 80. Il n'y a pas de raison subitement pour les sortir d'un soi-disant état de dénutrition. Elles ont un IMC à 22 ou 23, donc toujours en comparaison. Une albuminémie inférieure à 35 grammes par litre, et puis le test OMLA inférieur à 17. Et on va même aller jusqu'à parler de dénutrition sévère lorsque la perte de poids est du coup supérieure à 10% en un mois ou 15% en 6 mois, lorsque l'IMC chute en dessous de 18 et l'albuminémie en dessous de 30 grammes par litre. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à la dénutrition? Eh bien, parce que jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas tellement ni repéré ni diagnostiqué, surtout à domicile. Qu'on connaît malheureusement son cortège de conséquences et qu'elle impacte directement sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent et qu'elle conduit pratiquement à coup sûr à une hospitalisation. Si on agit de manière très précoce, les conséquences de la dénutrition vont être facilement réversibles. Plus le diagnostic va être tardif, plus le stade est avancé et plus il va être difficile au contraire de rétablir un état satisfaisant. Alors, quelles sont justement les conséquences de la dénutrition? On a tout un cortège et elles sont bien sûr toutes délétères à l'état de la personne âgée. On a d'abord, ça a déjà été dit ce matin, une diminution des défenses immunitaires. Les protéines, elles sont directement impliquées dans notre système immunitaire et dans la fabrication des anticorps. Donc forcément, on va être sur des états plus vulnérables à toute infection d'ailleurs, qu'elle soit mineure ou plus conséquente. On va avoir un risque de chute par l'affaiblissement de la masse musculaire et donc par là même aussi un risque de fracture plus important. On a globalement une altération de l'état général qui va se manifester par de la fatigue, un amaigrissement plus ou moins lent mais en tout cas toujours présent, éventuellement de l'anémie. Des troubles digestifs, alors qui ne sont pas toujours significatifs parce que comme dans beaucoup de pathologies, quand on a des troubles digestifs, ça peut se traduire aussi bien par de la constipation que par de la diarrhée. Alors, constipation par défaut d'apport, mais pour autant, toutes les personnes dénutries ne sont pas constipées. Et puis, à l'inverse, des états de diarrhée, parce qu'on a vu ce matin que les villosités intestinales, elles en prenaient quand même un petit coup du fait de l'absence, ou en tout cas de l'insuffisance d'apport, et du coup, des malabsorptions qui s'opèrent. Et il peut y avoir même alternance de périodes de diarrhée et de constipation. La dégradation des fonctions cognitives, alors aussi bien chez les malades qui sont déjà identifiés comme présentant des troubles cognitifs que pour les autres, des traitements médicamenteux dont l'efficacité va être amoindrie parce que mal métabolisée du fait du ralentissement de l'organisme, des retards de cicatrisation pouvant entraîner des escarres, voire aussi l'inverse, en fait, qu'on ait un état d'alitement prolongé qui va engendrer des plaies qui ne vont pas cicatriser et qui vont générer en fait, des besoins plus élevés, ou au contraire des apports insuffisants qui vont créer des plaies et qui à leur tour de toute façon génèrent aussi des besoins augmentés. On ne sait pas où est l'œuf ou est la poule, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, ça fait boule de neige et l'un entretient l'autre. Et puis enfin, comme on disait déjà ce matin, une augmentation du risque de mortalité et de morbidité infectieuse. Au final, en fait, toujours le même schéma avec un état de fragilité qui s'installe, qui va entraîner une perte d'autonomie, une diminution globale de la qualité de vie, avec une échéance plus ou moins rapide, l'hospitalisation. Ça a été décrit également dans la spirale de la dénutrition qu'a proposé Monique Ferry, qui met d'ailleurs aussi en évidence la réversibilité en fait, des troubles lorsqu'on réagit relativement rapidement et au contraire un état d'irréversibilité totale ou en tout cas grandement partiel plus lorsque la prise en charge est un petit peu trop tardive. En fait, on
pas d'un simple manque d'apport à un état grabataire qu'on ne va pas pouvoir restaurer. Alors, comment s'y prend-on pour repérer la dénutrition? Pour repérer de manière efficace la dénutrition, si on veut vraiment être dans le repérage des situations à risque plus que dans le diagnostic à proprement parler, il faut déjà connaître toutes les situations qui sont susceptibles d'amener justement à cet état de dénutrition. Deux grands types de situations, celles qui vont entraîner des prises alimentaires insuffisantes et celles au contraire qui conduisent à une augmentation des besoins de l'organisme. Alors, dans les premières, les situations de manque, on a le problème de la polymédication avec inévitablement l'effet coup de frein que peut avoir un cocktail de 5, 6, 7, 8, 10 pour certains comprimés à ingurgiter en début de repas. Ça oblige forcément à avaler une grande quantité d'eau en parallèle et du coup l'appétit qui est déjà assez émoussé chez les personnes âgées se trouve quasiment éteint avant même d'avoir commencé à manger. Les pathologies neurologiques, neurodégénératives en particulier, et tous les états de fragilité psychiatrique comme la dépression engendrent également une perturbation dans les prises alimentaires, en tout cas dans les quantités consommées. Les troubles de la déglutition, alors qui peuvent être la conséquence des pathologies précédentes, mais qui peuvent avoir d'autres origines, comme les conséquences par exemple d'un AVC avec des états de paralysie partielle ou totale. Les troubles de la déglutition sont en eux-mêmes une cause de dénutrition parce qu'ils vont engendrer en général une diminution des apports alimentaires pour deux raisons. La fatigue engendrée par la prise du repas, parce que ça va demander un effort et une attention particulière d'être efficace dans sa déglutition, et puis la peur aussi que ressentent les personnes quand on a déjà fait une fausse route. Il y a une vraie appréhension qui s'installe au moment du repas et c'est sans parler des excès qu'on va faire, ce qui n'est pas forcément très important. La survenue d'une affection aiguë ou au contraire la décompensation d'une pathologie chronique déjà installée. Le mauvais état buccal, alors plein de pistes là-dessus. Alors il y a déjà d'une manière générale la perte de goût qui est inhérente au vieillissement, une détection moindre des saveurs, l'apparition éventuelle de mycose et le mauvais état de la dentition, alors soit de la dentition naturelle ou artificielle, entre guillemets, avec des dentiers qui sont mal adaptés, pas adaptés du tout, ou qui créent en fait des gènes et des douleurs, qui vont amener en fait à se détourner de tous les aliments qui vont demander un effort de mastication supplémentaire, la viande en premier lieu, les fruits et les légumes, en particulier ceux qui sont un peu durs et qu'on consomme crus, et qui va amener en fait des états de carence. L'abus de régime. Alors, soit des régimes excessivement draconiens, alors que les personnes s'imposent d'elles-mêmes parfois, mais pas seulement. La mise en place de régimes sans sel strict ou des grosses restrictions de produits sucrés, ça va créer forcément un désintérêt pour l'alimentation. Mais il y a aussi les régimes que les personnes s'auto-administrent, fondés sur des convictions personnelles pas forcément justifiées. Et puis aussi les gens qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on leur a fait passer à un moment donné de leur vie un examen type coloscopie, on leur a dit 3 jours de régime sans résidus, puis personne ne leur a dit qu'une fois que l'examen était passé, a priori ils allaient pouvoir remanger. Puis 3 mois après, ils sont toujours au régime sans résidus avec du jambon, du poisson, du riz et des pâtes, et forcément dans ces cas-là, l'alimentation n'est pas du tout attrayante, et petit à petit on va manger de moins en moins, c'est normal, on fait la même chose à leur place. Et puis enfin, dernière circonstance où le manque d'apport peut s'installer, ce sont toutes les situations de dépendance, où effectivement on a besoin d'être accompagné pour prendre des repas et ça ne coïncide pas forcément avec le moment où vous avez faim. Les situations de deuil, veuvage, mais toutes les formes de deuil, dès qu'il y a une rupture en fait, affective, on va avoir les mêmes répercussions au niveau on peut avoir les mêmes répercussions au niveau de l'alimentation. L'isolement social, qu'il soit affectif ou géographique, et puis des deux bien entendu sera encore plus délétère, et puis la diminution des revenus, par exemple notamment au moment de la perte d'un conjoint, et si on doit faire des arbitrages dans son budget, souvent l'alimentation fait partie des choses qui vont être reniées en premier. Et puis les situations au contraire où ce sont les besoins qui augmentent, c'est-à-dire que la personne elle mange quasiment comme avant, rien n'a changé, c'est sa situation qui a changé. On va retrouver ça lorsqu'une pathologie apparaît, quelle que soit d'ailleurs la gravité de la pathologie, pour se battre contre un gros rhume ou un cancer, évidemment les besoins générés ne sont pas les mêmes, mais néanmoins il y
surcroît de besoins qui n'est pas forcément couvert par l'alimentation. Et puis toutes les situations où les personnes se mettent à déroger. Parfois on dit bah oui mais je ne comprends pas, à table elle mange bien, oui c'est vrai elle mange bien, mais sauf qu'elle se dépense 4 fois plus que d'habitude, elle marche de 8 h le matin jusqu'au moment où elle tombe d'épuisement le soir, forcément ça génère des apports qui devraient être adaptés. Donc l'idée c'est d'être vigilant en fait, de prêter attention à tous les changements qui s'opèrent pour être vraiment dans l'idée de la prévention et pas seulement être capable de poser un diagnostic. C'est presque plus facile entre guillemets de dire bah, elle est dénutrie. Donc se dire peut-être que si je ne fais rien, cette personne va finir dénutrie. Donc être vigilant effectivement sur la perte d'appétit, les changements d'alimentation, notamment on en parlait tout à l'heure quand il y a un problème de risque de fausse route et d'ébullition qui se met en place et qu'on dit bah, alimentation mixée, c'est pas forcément la façon la plus attrayante de prendre ses repas. Réfléchir d'ailleurs si c'est la meilleure façon de répondre au problème de déglutition, mais ça c'est un autre sujet. Les changements de traitement qui peuvent engendrer aussi des perturbations au niveau de l'appétit, l'évolution de la maladie, l'évolution des comportements et de l'attitude, mais au-delà de la prise alimentaire à proprement parler, quand on arrive chez quelqu'un qui était plutôt gai, jovial, qui sifflotait, qui vous parlait tout le temps, et puis vous allez trouver quelqu'un qui s'habille plus vraiment, qui traîne en pyjama toute la journée, qui vous répond bonjour du bout des lèvres, on peut s'interroger sur sa qualité de vie plus globale et penser que peut-être l'alimentation aussi est affectée. Donc être vigilant, c'est surveiller le poids à chaque fois que c'est possible et au moins avoir recours au périmètre brachial lorsque dans une situation c'est un petit peu plus compliqué. Établir le MNA, alors dans sa version courte au moins, pour avoir déjà ce qui est proposé d'ailleurs dans l'application des luttes, c'est les principales questions du MNA, mais ce n'est pas la version intégrale. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, donc, il y a une formation qui est proposée par l'ASTRAE, financée par l'ARS, qui s'adresse à tous les professionnels intervenant au domicile, donc aussi bien les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les kinés, les ergos, les animateurs APA, j'en oublie certainement, enfin tout le monde peut avoir accès à cette formation qui traite de manière beaucoup plus globale de l'alimentation des personnes âgées, parce que si on veut être vraiment efficace aussi, il faut se poser la question de ce que sont réellement les besoins de base des personnes âgées. Il y a beaucoup d'idées reçues, tant au niveau des personnes âgées elles-mêmes que des professionnels. On se dit qu'en vieillissant, finalement, on a moins besoin de manger, c'est peut-être déjà la première chose à remettre dans le bon cadre. Et ces formations ont lieu dans chaque département. Donc, il y a eu 2 sessions sur l'année 2019 et théoriquement, ça devrait être reconduit de la même manière sur l'année 2020. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? C'est que j'ai été meilleure sur le groupe d'avant parce que le groupe d'avant j'avais des questions. Ça fait une répète. Donc là, c'est un témoignage d'infirmiers expérimentateurs de l'application sur 53 et 72. Pardon, j'ai été trop vite. Non, mais c'est que je ne peux pas laisser en parler. L'application Dénut, c'est une application installée sur mon téléphone portable qui me permet de rentrer les données d'une personne pour voir si elle est dénutrie. C'est une application qui nous permet de passer de l'idée d'une dénutrition à une quasi-certitude. C'est un moyen de discuter avec les patients, déjà de de s'intéresser à eux et puis de voir leur état nutritionnel. Quand je me pose des questions sur leur façon de s'alimenter, ces personnes âgées, en fait, soit parce que je me dis elles sont amaigries, à mon avis, soit parce que je vois qu'elles ne mangent pas beaucoup, qu'il n'y a pas grand-chose dans le réfrigérateur, ou par rapport à la préparation des repas, ça peut être limite. Suivant les pathologies, il y a des gens qui vont être dénutris plus facilement. Donc même en cas de doute, même si ce n'est pas quelque chose de très évident, je préfère l'utiliser parce que du coup, moi je suis sûre que ça me donne un doute.
quelqu'un aussi qui n'est pas forcément, parce qu'on peut trouver quelqu'un un peu amaigri, mais il peut ne pas être dénutri, mais ça permet de sensibiliser par rapport aussi à sa façon de s'alimenter. Mais grâce à l'application, on voit que sa courbe de poids est ascendante. Enfin, on pourrait le voir sans l'application, mais en tout cas, le fait d'avoir utilisé l'application stimule à surveiller la courbe de poids et à voir que les choses s'améliorent pour elle. Donc l'application, c'est génial, c'est on a le document et il reste. Donc même quand je n'ai pas prévu de me servir de l'application chez une personne parce que j'y pensais pas, il me pose une question, ça me fait tilt, je sors mon téléphone et du coup je vais retourner voir des renseignements qu'il a pu me donner. Je la recommanderais cette application sur la facilité d'utilisation. Parce qu'en fait c'est très rapide et ça ne va pas ajouter du temps à la consultation, au temps hebdomadaire qu'on va passer à faire la prendre des constantes. C'est un outil très facile à utiliser, qu'on ne perd pas ses données. Et dans le suivi global de la personne, c'est très bien. Et c'est un moyen de prendre soin de la personne, d'entrer en contact avec. Tout ça, c'est une preuve pour la personne qu'on s'occupe bien d'elle. Donc ça sert vraiment de support, ça aide aussi les familles. C'est pas qu'un objet qui permet de transmettre aux médecins, etc. Mais ça permet aussi d'aider les familles. Simplicité, suivi, c'est efficace. On a l'impression que c'est travaillé, mais en fait pas du tout. Parce que c'était au cours d'un atelier, ils n'étaient pas prévenus qu'ils allaient être filmés, donc on leur a posé les questions en direct. On leur a pas écrit les textes. Alors rapidement, on va faire une petite évaluation à main levée pour savoir si vous avez déjà envie d'utiliser cette application. C'est pour voir si on est un peu dans le vrai ou pas du tout, ou non, si on a encore des progrès à faire. Donc à main levée, est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Bien. J'ai pas envie. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas envie de poser hein? J'ai envie d'en savoir plus. Et je souhaiterais en parler à d'autres professionnels. Okay. Donc, dans l'éventualité où on le déploie, vous serez de bons communicants de l'application et vecteurs de messages. Ok, c'est noté. Très bien, merci. Donc là, un petit mot de l'ordre sur les perspectives de l'outil et après vous pourrez nous poser des questions dans la 50 minutes. Je vais essayer d'être rapide. Donc là, aujourd'hui, Dénut, comme on vous l'a dit, c'est uniquement déployé en Sarthe et en Mayenne auprès des infirmiers libéraux. Donc quand il y a l'inscription, après il y a une modération et c'est l'URPS infirmier qui valide. L'idée c'est de pouvoir déployer rapidement l'outil, donc en premier lieu dans les EHPAD qui sont très demandeurs, donc avec les professionnels qui interviennent en EHPAD. Donc ça démarrerait dès le premier trimestre 2020. Et en parallèle, on va travailler sur un parcours de la dénutrition des personnes âgées en partant du repérage de la personne âgée à domicile. Donc là, des groupes de travail vont être mis en place. Ce sera un portage avec l'ASRAE et les URPS, donc l'URPS infirmier évidemment. Un article 51 est en cours de rédaction et va être soumis à l'agence d'ici les 2 prochains mois, donc d'ici fin 2019, écrit par l'URPS infirmier et l'ASRAE Nutrition. Donc dans ce cadre des groupes de travail, on va solliciter beaucoup plus d'acteurs que ceux qui étaient aujourd'hui présents, puisqu'on souhaite aussi travailler avec les autres URPS déjà dans le cadre du parcours à domicile, également l'ASRAE Nutrition, les diététiciens, mais aussi les partenaires médico-sociaux, EHPAD, SIAD et puis HAD dans les groupes de travail, sachant qu'ensuite le déploiement HAD et SIAD est prévu lui, pour fin 2020, début 2021, une fois que le parcours sera vraiment élaboré.